Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre encore dans votre émission L'heure de ma santé. Eh bien, le cancer est une maladie caractérisée par la croissance anormale et incontrôlée, bien évidemment, des cellules dans le corps. Et cette cellule cancéreuse, ou alors des cellules dites cancéreuses, peuvent se propager à certaines parties du corps. Qu'est-ce qu'on en sait davantage? Quelles sont les conséquences ou alors les causes du cancer? Nous en parlons bien évidemment dans cette émission cet après-midi, ce matin, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors pour y aller, nous avons à ce plateau Dr Rose Adjenou. Docteur, bonjour, merci d'être à ce plateau avec nous. Merci Dieudonné. Mon nom complet c'est Rose Adjenou Atanlé. C'est exact. Rose Adjenou Atanlé. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce plateau. Vous êtes gynécologue de formation, directrice générale du Centre international de cancérologie de Lomé. Merci d'être là. Merci pour l'invitation, monsieur Dieudonné. C'est cela. Alors, nos chers téléspectateurs auront à découvrir certaines notions ou alors certaines réalités liées à ce drame, ce fléau qu'est le cancer qui ravage plus d'une vie par jour, plus d'une vie par semaine. Mais pour y aller, nous allons nous rafraîchir un tout petit peu les mémoires avec ce reportage sur le Centre international de cancérologie et qui est donc à Lomé depuis un moment, dont vous êtes l'une des grandes responsables, avec la complicité de la régie, bien sûr. Voici le lieu où le cancer devra être désormais dompté au Togo. Le pays inaugurait ce jeudi le Centre international de cancérologie devant un parterre d'invités et membres du gouvernement. Avec l'hypertension artérielle et le diabète, le cancer constitue le trio des maladies non transmissibles qui, avec celles transmissibles, composent le fardeau pathologique de nos populations. Après la sussection des discours, place à la découverte du joyau. Je vais vous amener vers réflexion. Ça va être rapide. On va prendre les constantes, vérifier si cliniquement il n'y aura pas de problème. Donc vous voyez, la machine peut tourner. Visite guidée, le ministre du Commerce émerveillé se montrait le curieux. Il travaille samedi et vendredi après-midi, samedi, dimanche. Lundi, il peut travailler jusqu'à 10h. Il nous donne la machine. Parfois, on fait juste une demi-journée ou une journée tout au plus. Le Centre international de cancérologie de Lomé se veut un cadre de soins de qualité aux patients du Togo et de la sous-région. C'est la radiothérapie qui posait problème, qui n'existait pas au Togo, qu'il fallait traverser les frontières et avec tant de tracas. Donc aujourd'hui, dans ce centre, la radiothérapie est disponible. Et pas n'importe quel type de radiothérapie, c'est la radiothérapie VMAX qui permet de traiter uniquement et spécifiquement la lésion cancéreuse, sans aucune atteinte des organes alentours. Doté d'une logistique et de technologies de pointe, le CICL se positionne pour le traitement de tout type de cancer. La radiothérapie que nous avons à Lomé, c'est exactement la même chose que nous avons en France, aux États-Unis. Donc ça veut dire que le Togolais, sans prendre un avion, il se fait traiter exactement comme en Europe. Nous avons un appareil de dernière génération avec la dernière technologie de radiothérapie. Depuis que nous avons commencé en janvier 2021, le premier cancer qu'on a recruté ici, c'est la prostate. Après, il y a le cancer du sein. Et après les seins, il y a les cancers gynécologiques. Et en quatrième position, il y a les cancers ORL. Donc pratiquement, nous traitons tout type de cancer. Un projet devenu réalité grâce à l'implication multiforme des partenaires qui ont été d'ailleurs honorés par ce présent symbolique de reconnaissance au cours de la cérémonie inaugurale. Monsieur Fouk, que vous avez vu tout à l'heure, c'est lui le représentant de Electa. Electa, c'est l'entreprise qui a fabriqué la grande machine avec laquelle nous faisons la radiothérapie. Il y a aussi le cabinet U2R, okay? U2R qui sont de Luxembourg. C'est eux aussi, avec des autres qui ont mobilisé les ressources financières pour soutenir le processus. Bien sûr, il y a des autres partenaires scientifiques, techniques et tout des différents pays.
pendant longtemps, les Togolais n'ont eu de choix que de franchir les frontières pour se faire soigner du cancer. Une réalité qui ne sera désormais qu'un douloureux souvenir lointain avec l'implantation de ce centre. Alors, madame, nous parlons de la problématique liée au cancer. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on attend par cancer ou alors les cancers? Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, merci pour la question. Bon, le cancer, c'est une maladie. Et c'est une maladie qui peut attaquer n'importe quelle partie de l'organisme, du corps humain, excepté les cheveux et les ongles. C'est une maladie. Et la spécificité de cette maladie, c'est que à partir des cellules normales de l'organisme qui obéissent à certaines règles, cette maladie de cancer va faire que ces cellules anormales ne vont plus obéir aux règles normales préétablies depuis notre naissance. Depuis notre naissance, une cellule mère va donner 2 cellules filles qui lui sont identiques. Et ces cellules filles vont se diviser aussi en donnant d'autres cellules filles. Et arrivé à un moment donné, ces cellules vont mourir. Ça, c'est programmé comme ça. Et c'est comme ça que l'individu arrive à grandir, à réparer ces cellules quand ils sont endommagés, à cicatriser les plaies quand il a une lésion. Et c'est comme ça préétabli. Mais lorsque nous allons parler de cancer, les cellules mères ne donneront plus seulement 2 cellules filles, mais plusieurs qui ne donnent 2 qui à leur tour donneront aussi plusieurs autres cellules filles et à leur niveau, les cellules cancéreuses, eux, elles ne meurent pas. Voilà la différence. C'est pourquoi souvent, quand vous entendez le terme cancer, on lui associe le terme de tumeur, de masse, de nodule. Ces les cellules normales qui travaillent l'être humain, ces cellules vont leur détourner à leur dépens. Donc, si c'est des vaisseaux, au lieu que les vaisseaux aillent irriguer, vasculariser un endroit bien précis, ces cellules vont créer d'autres vaisseaux à travers les vrais vaisseaux de l'organisme. Et ainsi de suite, il y a une désorganisation anarchique de tout le système de l'être humain. Donc, selon l'organe qui est atteint, donc cette désorganisation va beaucoup se développer au niveau de cet organe-là. Et je l'ai dit tantôt, tous les organes du corps peuvent être atteints, excepté les cheveux et les ongles. C'est cela. Alors, vous le disiez, 3400 personnes décédées suite au cancer en 2021. C'est ce que vous déclariez plutôt lors de l'inauguration de ce centre international de cancérologie à Lomé. Et 5 000 cas sont enregistrés. Alors, ça veut dire que c'est une situation alarmante au sujet des cancers. Au sujet des cancers, c'est une situation alarmante sur le fait que beaucoup de cas ne sont même pas dépistés. Alarmant sur le fait que les cas dépistés ne sont même pas traités. Et souvent, les cas n'arrivent pas. Situation alarmante à cause, je dirais, de l'effet financier. L'effet financier de cette maladie. Parce que, pire que le sida, cette maladie de cancer, vous êtes en quelque sorte pour vos activités. Vous n'avez plus assez de force pour travailler. Vous pouvez plus travailler. Mais au même temps, il faut faire face aux dépenses du traitement de cette maladie. Et il faut subvenir aux besoins des autres membres de la famille. C'est une situation très, très, très grave.
quand il y a pas de soutien, On a l'impression qu'on en parle peu. justement, on en parle beaucoup, très peu. On en parle beaucoup, très peu. C'est pourquoi je salue l'initiative de votre télévision en nous tendant la main, en nous invitant à venir parler à la population le cancer pour cette maladie, afin que les gens soient informés, que les gens prennent conscience du danger que pose cette maladie. Que les gens savent que quand tu as quelqu'un qui a le cancer dans ta famille, c'est un cancer qui te touche aussi. Donc, je salue vraiment votre initiative de choisir de parler de cancer. Merci madame. À ce qui me concerne, nous avons fait le choix. Nous allons aborder différentes séries d'émissions sur le cancer et différentes pathologies. Nous rendre service au grand public. C'est là notre intérêt. Nous le faisons. Et nous le ferons avec bien sûr votre concours. Que le Seigneur vous accorde. Amen. Alors, dites-nous, quels sont les types de cancers qu'on peut identifier de façon ramassée? De façon ramassée, nous dirons 4 types. Il y a les cancers solides qui vont attaquer dans tous les autres organes, la peau, l'os, partout, le foie, le rein, les cancers solides. Ensuite, vous avez les cancers liquides que eux vont s'attaquer plutôt au sang. Donc, les différentes cellules du sang vont être attaquées, que ce soit les globules blancs, les globules rouges, vous aurez les leucémies, les lymphoïdes et les myélomes. Les myélomes, c'est surtout les os, les lymphomes hodgkiniens, ça c'est les lymphocytes qui défendent l'organisme. Et ensuite, à côté de ça, vous avez les cancers métastatiques, c'est-à-dire que le drame du cancer, qui commence dans cet organe, comme je l'ai tantôt dit, il va utiliser le système normal à ses propres dépens. Donc, il va utiliser les systèmes lymphatiques pour aller coloniser d'autres organes dans le corps. Le cancer peut-être commencé au niveau du sein et vous allez le voir à faire des métastases au niveau du cerveau, au niveau partout dans l'organisme, partout dans l'organisme. Donc ça, c'est des cellules métastatiques. Et quand vous allez, si c'est le foie, quand vous allez faire l'analyse, vous allez voir que la cellule primitive est venue du sein. Donc ça, c'est une métastase au niveau du foie. Maintenant, le quatrième groupe, alors c'est les cancers secondaires. Avant d'aller sur le quatrième groupe, excusez-moi, ça veut dire que lorsque vous êtes atteint du cancer d'une partie du corps, vous êtes exposé à ce qu'il y ait une sorte de mobilité à cette cellule dangereuse dans votre corps. Oui, c'est comme ça. C'est ça qui fait toute la dangerosité du cancer. Il commence à l'endroit T, mais demain vous le trouvez à l'endroit T plus A, T plus B, T plus A. Il choisit. Par quel moyen sur quoi il choisit. Pourquoi le cancer du sein chez une dame va donner des métastases au niveau du cerveau, chez une autre va donner des métastases au niveau des poumons, chez une autre va donner des métastases, la dernière fois des métastases au niveau de l'estomac. Alors que nous parlons du cancer du sein. Et des fois, si la personne n'arrive pas très tôt au traitement, vous retrouvez tous ces métastases dans les différentes parties du corps, du cerveau, plus ceci, ainsi de suite. Alors, une femme atteinte du cancer du sang, exemple, peut se retrouver avec d'autres malaises chroniques dans son organisme. Vous avez déjà fait face à ce cas, par exemple, dans le traitement? Oui. Le dernier, c'est quoi? Et comment ça s'est passé? C'est horrible, apparemment. Non, le cancer, comme on le dit, certains disent que le cancer, le mot cancer même veut dire crabe. Vous voyez, le crabe avec ses pinces-là, ça s'attrape, ça s'agrippe aux choses et ça fait des dégâts. Un peu près, à peu près le cas du cancer. Bon, c'est que moi, le cancer, c'est tous les jours. Le cancer, c'est tous les jours. Ce que j'ai vécu le plus, 2 cas même dont l'une, c'est ma soeur directe, on est de mon père et qui m'a laissé vraiment. Et c'est là que j'ai compris que le cancer, il ne faut pas se taire. Le cancer, il faut que quelqu'un aide. Il faut une subvention pour le traitement du cancer. Une seule personne, une seule famille pour s'attaquer au cancer, au traitement du cancer. Le commun des mortels, l'individu islandais ne peut pas. Ne peut pas. C'est impossible.
Et le deuxième cas que j'ai eu qui m'a laissé aussi un coup amer, c'est une dame. Bon, elle n'a pas d'enfant, d'accord, mais il y a la famille. Elle n'est pas tombée du ciel, elle a la famille. Et elle est venue à un stade très tardif. Très tardif. Aucun soutien, aucun encadrement. Et elle est arrivée à un stade que on ne peut même plus faire un traitement. On ne peut même plus faire un traitement. C'est-à-dire que j'avais la volonté d'aider cette femme. Mais elle est arrivée à un stade. Tout l'organisme était là. En tout cas, le Seigneur. Merci bien. Alors, nous parlons du quatrième. Le quatrième, c'est les cancers secondaires. Parce qu'on est déjà atteint d'un cancer. On est en train de faire le traitement. Et à cause de la diminution de l'immunité, de la fragilité de l'organisme, un autre cancer apparaît quelque part d'autre dans l'organisme. Et quand vous allez faire les études sur ce cancer, vous allez voir que ce n'est pas le premier cancer qui a métastasé là-bas. Parce que si c'est le premier cancer qui a donné des métastases, vous allez retrouver cette cellule de premier cancer là où il y a la métastase. Mais ici, c'est un autre type de cancer indépendant du premier cancer, mais c'est que c'est le premier cancer qui a fait le lit, qui a favorisé le terrain pour ce second cancer. Le premier cancer ouvre la voie à d'autres cancers, ou bien prend lui-même la voie d'aller s'installer là où il faut. En tout cas, on va revenir sur tous ces détails-là. Mais rapidement, comment est-ce qu'il se développe? Comment il se développe? Bon, le développement, c'est tel que je l'ai dit, c'est la multiplication anarchique de ces cellules et qui font qu'au fil des années, ça s'accumule, ça va donner cette place. Si vous trouvez, je suis plus habituée au sein, si vous trouvez un nodule dans le sein de la taille d'un grain de maïs, ça veut dire que le cancer évolue, ça fait déjà plus de 10 ou 15 ans. Ça veut dire que quand le cancer commence, c'est juste une déformation des cellules. Juste une déformation des cellules qui peut passer inaperçue. Cette partie est très précieuse. Donc, vous voulez bien revenir là-dessus. Si vous trouvez un nodule de la taille d'un grain de maïs, ça veut dire le mal a commencé depuis des dizaines d'années. À partir du moment où, pour tout cancer, votre main arrive à le toucher, à le palper, ça veut dire que ce cancer a déjà fait 10 ou 15 ans dans votre organisme. C'est pourquoi on insiste sur le dépistage. Parce que Dieu faisant bien les choses, un cancer ne naît pas par surprise, ne naît pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une longue période d'évolution pour le cancer. Donc, on a le temps, durant cette longue période d'évolution, d'aller surprendre le cancer dans son évolution. Et lorsque vous surprenez le cancer dans son évolution, vous avez beaucoup de chances d'avoir un traitement efficace et de guérir à 100% et à moindre coût. C'est pourquoi nous insistons sur le dépistage. Donc, le cancer ne naît pas comme ça. Tu ne vas pas dire que tu as trouvé une grosse masse juste aujourd'hui. Ça veut dire que cette masse existait. Mais tu ne faisais depuis et tu ne faisais pas attention. Tu ne le savais pas. Donc, c'est pour le cancer, il faut se surveiller. De façon générale, pour notre corps, il faut se surveiller. Il faut des moyens de dépistage. Il faut se soumettre à certains examens de façon périodique et de façon continue. Ce n'est pas parce que tu as fait quelques séries d'examens pendant quelques temps que tu dis on n'a rien trouvé et tu abandonnes. C'est jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu ne sais pas quand le cancer a commencé. Tu ne sais pas à quel stade il est. Donc, il ne faut jamais abandonner le dépistage. Donc, l'évolution du cancer se fait sur une longue durée. Et ça nous donne assez de temps pour aller le dépister. Et maintenant, quand le cancer a commencé, quand vous trouvez un cancer à un endroit, ne pensez pas que c'est fini. Il faut faire d'autres analyses pour voir si ce cancer n'a pas évolué pour aller rester quelque part. Parce que des fois, ces cellules métastasiques-là, où le cancer primitif est là, vous n'avez pas su, il ne vous donne aucun signe, mais il
a donné d'autres signes, d'autres métastases ailleurs dans l'organisme. Et c'est seulement ailleurs dans l'organisme, ces points-là qui vont vous donner des signes d'alarme, qui vont vous donner des signes d'appel. Et en allant chez ces cellules de cette tumeur de métastase, cancer de métastase, qu'en reculant, on va alors retrouver le cancer primitif. Alors, ça veut dire que le cancer peut se foutre dans votre corps ou alors naître dans votre corps, mais commencer par donner des signaux, des malaises bénins, et que vous allez commencer peut-être sans analyse, sans diagnostic, à apaiser juste ces malaises-là. Et si vous ne savez pas faire, vous continuez par apaiser ces malaises, mais à un moment donné, le cancer à la base continue de se développer. Exactement. Vous avez tout compris, vous avez tout dit. C'est comme ça. Surtout quand c'est le cancer du foie. Vous avez des malaises, j'ai mal au ventre, c'est des vers, où j'ai une digestion, j'ai une intoxication, et d'autres pays on m'a empoisonné. Et au lieu d'aller à l'hôpital, on va de charlatan en charlatan, quelqu'un m'a empoisonné, tel me veut du mal dans ma famille, c'est ça, j'ai acheté un terrain la dernière fois, on veut me tuer pour ça, m'arracher mon terrain. Et on est là, et le temps qu'on arrive, le cancer là, a déjà fait d'énormes dégâts dans l'organisme. Donc, nous insistons encore sur les consultations. Lorsque vous avez moins de problèmes, moins de douleurs, qui traînent un peu, consulter. Il vaut mieux venir quand vous dites qu'il n'y a rien, que de rester et de venir avec des maladies. On vous dira que vous êtes à un stade où vous pouvez vous traiter. Moins de bobo dans l'organisme, il vaut mieux se lever. Très bien. Alors, nous allons évoluer. Quels sont les facteurs de risque les plus courants qui vont développer le cancer? Les plus courants. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas un seul facteur. On ne peut pas dire on va doiter ça pour dire que c'est ça qui a fait le cancer. Les plus courants, je dirais, ce qu'on voit depuis chez nous ici. Parce que actuellement, il y a les cancers du foie. Les cancers du foie, cancer du foie. Mais au fait, c'est un virus qui en est à la base. Cancer de l'estomac, c'est un virus qui en est à la base. Cancer du col de l'utérus, c'est un virus qui est à la base. L'estomac, c'est plutôt une bactérie qui est à la base. Donc, il y a le facteur de la prostate. Cancer de la prostate, maintenant, on parle, dit que c'est une maladie liée aux pesticides. Donc, pour certains qui sont dans ce domaine, ils utilisent beaucoup de pesticides. Le cancer de la prostate peut venir de là. Donc, de façon regroupée, vous avez des facteurs externes. Les facteurs externes, peut-être la personne, à cause de son âge, ça on peut rien faire contre l'âge, peut-être à cause de l'hérédité, la personne est née d'état avec des mutations, bien des transformations au niveau de ses cellules, qui font que tôt ou tard, il fera quand même le cancer. Ensuite, il y a l'hérédité, mais moins d'1% des cancers viennent de l'hérédité. Maintenant, les facteurs qui sont... l'autre, c'est interne, mais maintenant, l'interne, maintenant, les facteurs externes, maintenant, c'est ce que j'ai dit, les bactéries, les virus. Il y a notre environnement même, les rayonnements solaires. Et bon, ici, on ne s'expose pas trop au soleil pour dire qu'on veut bronzer, mais il y a les rayonnements solaires avec les ultraviolets qui peuvent aussi endommager l'organisme et entraîner le cancer. Donc, les pesticides, comme on l'a dit, et certaines professions aussi peuvent exposer à des cancers. Et puis, ce qu'il y a aussi, il y a nos propres activités, nos propres modes de vie, la consommation excessive d'alcool. Ça, il faut le souligner. La consommation excessive d'alcool, le tabac n'a jamais été une bonne chose, au point que même pour la vente des cigarettes, on est obligé, on a demandé aux fabricants de mettre que ça, le tabac n'est pas bon pour l'organisme. Donc, ça veut dire que c'est un grand pourvoyeur de cancer, le tabac. Et puis, il y a aussi le manque d'activité physique. Et ça, on ne le dirait pas assez, avec
des médias, bon, pourquoi me fier 100 francs? Alors qu'on peut marcher. Il faut que chacun sait. C'est bien le gouvernement maintenant insister sur le sport et au point que une fois par mois, je crois que le gouvernement insiste sur le sport. Même si ce n'est pas suffisant, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut quand même commencer par quelque part. Et donc, le manque d'inactivité. Et puis, la mauvaise alimentation. Surtout que nous faisons maintenant les grands Européens, on se tourne vers les produits préfabriqués, les produits industriels qu'on achète à tour de bras. Et même maintenant, dans le coin de rue, il y a les shawarma, les fast-food, exactement, les fast-food, je ne vais pas laisser quelqu'un, mais les fast-food et les produits alimentaires du marché. Et puis, il faut aussi essayer de varier nos alimentations. C'est vrai que, bon, on va dire, on n'a pas assez d'argent, mais acheter les fruits par-ci, tel légume par-ci et par-là, ça peut aider. Donc, de façon ramassée, vous avez ces facteurs externes et ces facteurs internes à nous-mêmes, surtout nos modes de vie qui sont des moyens, sont des facteurs de risque du cancer. Un seul facteur ne peut pas être accusé, ce n'est pas parce que tu as tel facteur et qu'on va t'excuser. L'obésité aussi, ce n'est pas parce que ton mari s'occupe bien de toi qu'il faut être obèse, il faut prendre du poids. Non. Quand vous prenez du poids comme ça, c'est des facteurs. Ça va limiter aussi vos activités physiques et donc vous préparez le lit au cancer. Donc, de façon ramassée, c'est ce que ça peut dire. Très bien. Je vais revenir un peu sur l'aspect profession. Vous l'avez dit tantôt, certaines professions peuvent vous exposer au risque du cancer. Est-ce qu'on peut avoir une idée de certaines de ces professions? Un exemple. Bon, un exemple, c'est ceux qui utilisent souvent les produits chimiques. Les produits chimiques, certains produits chimiques. Bon, c'est vrai que l'amiante n'est plus tout utilisé, mais certains sont dans la fabrication des peintures, dans les fabrications des produits chimiques, des choses qu'on n'a pas trop de... Ceux qui manipulent souvent les produits chimiques. Et les produits chimiques, surtout les pesticides aussi, parce qu'il y a ceux qui fabriquent les pesticides et ceux qui les utilisent aussi, qui sont tous exposés. Alors, comment minimiser? Comment éviter? Voilà, c'est la grande question. On ne finira pas de donner une réponse exhaustive, mais comment minimiser le risque du cancer? Comment minimiser le risque? Le risque, c'est vrai, mais il faut minimiser le risque. Je l'ai dit tantôt, il faut se surveiller. Se surveiller, ça veut dire que moins de choses, il faut consulter. Même si vous n'avez rien, ayez d'habitude, de façon périodique, de rendre visite à un médecin. C'est vrai, quand on est petit, on a notre carnet de santé, mais quand on grandit, on n'a plus de carnet de santé. Mais il faut le faire. Il faut avoir son carnet de santé. Qu'on remplit cette fois-ci nous-mêmes. Ce n'est plus le docteur qui va remplir, mais nous-mêmes. Ça veut dire que je sais que je dois faire. Prenez l'exemple. Un homme. Je dois faire mon dépistage. Quel dépistage je dois faire? D'abord, avant d'arriver au dépistage, les analyses de sang. Il faut le faire. Parce qu'il y a certains qui vont donner certains cancers qui vont donner des selles par le sang. La recherche de sang dans les selles. Avant, quand on est petit, on va faire analyse des selles et puis quand on grandit, personne n'en fait plus. Mais la recherche de sang dans les selles vous permet de faire le diagnostic des cancers. Du côlon, du rectum. Il faut aussi essayer de façon périodique faire, pour les hommes j'ai pris, donc le dosage de PSA. Donc c'est les hormones de la prostate. Donc à partir de 40 ans, 45 ans, il faut essayer de faire le dosage de la prostate. Il faut essayer de faire l'échographie de la prostate. Il faut essayer de faire l'échographie du foie. Et lorsqu'on trouve un signe, il faut rapidement consulter, voir le médecin approprié. Voir le médecin approprié. Ça aussi, ça compte. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais vous pouvez vous-même vous surveiller et avoir une périodicité de vos analyses. Vous pouvez, dans un premier temps, s'approcher d'un médecin pour qu'il vous donne, selon votre état de santé, si vous êtes par exemple diabétique, hypertendu,
vous avez une maladie particulière, il saura, en fonction de cette maladie, quelles sont les analyses que vous devez faire, quels sont les tests de dépistage que vous devez faire pour que lorsque le cancer va arriver, on puisse le dépister tôt dans votre organisme. Et ça, c'est le côté médical. Mais ce que vous-même vous devez faire, diminuer la consommation d'alcool. Si vous ne pouvez pas l'arrêter, mais le mieux c'est de l'arrêter. Mais si vous ne pouvez pas diminuer de façon drastique. Et puis, le tabac, vous pouvez arrêter. Essayez d'arrêter. Et puis, le sport. La bonne alimentation. Assez de légumes, assez de fruits. Assez de sport aussi. Éviter de prendre du poids. Vous ne pouvez pas que parce que vous êtes à l'aise maintenant, il faut prendre du poids. Non. C'est pas un signe d'aisance, ça? Non. C'est un risque. C'est un risque de multiplier. Donc, vous ne pouvez pas éviter le risque, mais vous pouvez vous prendre en charge et prendre certaines précautions. Alors, nous avons un tas de questions sur cette thématique. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous allons revenir sur différents types de cancers, le développement ou alors les spécificités de certains cancers. Nous allons en parler. Nous sommes en train juste de planter le décor sur cette thématique du cancer. Et docteur, merci de nous prêter votre service en répondant à nos questions. Alors, comment est-ce que les cancers sont diagnostiqués? Vous l'avez dit tantôt, mais de façon précise, comment est-ce qu'ils sont diagnostiqués et quel est le mode de traitement? Façon diagnostiquée, je vais insister sur la biopsie. Parce qu'on peut vous dire que vous avez un cancer. Tu as un cancer. Mais tant que la biopsie n'est pas faite, on ne saura pas quel type de cancer vous avez. Quel est vraiment l'organe qui est atteint. Quel est le stade d'avancement de ce cancer. Et quel médicament faut-il vous prescrire. Notre cancérologue qui est là, et tant que vous n'avez pas la biopsie, non. Vous pouvez faire et l'échographie, et la mammographie, et le scanner, et l'IRM. Mais tant que vous n'avez pas la biopsie, le traitement n'est pas débuté. La biopsie, c'est quoi? La biopsie, exactement. Ça consiste à aller prélever, à aller prendre une partie de cette masse-là, de ce cancer-là, pour aller l'analyser. Parce que quand même, il y a différents types de cancers. Si c'est par exemple sur la peau, il y a d'autres types de développement. Donc, tant qu'on ne fait pas cette biopsie, il faut aller prélever. Si c'est un peu trop profond, on va avec une aiguille, ou des fois même, on va aller opérer la personne pour aller prendre une partie de cette tumeur qu'on va envoyer dans les laboratoires d'anatomie pathologique. Et c'est eux qui vont nous dire le type de cancer que c'est, le stade d'avancement, et nous saurons alors quel traitement il faut mettre sur ce cancer. Donc, avec la biopsie, nous avons déjà le type, donc nous savons déjà quel traitement il faut, comme nous savons déjà. Soit c'est la chirurgie, soit c'est la chimiothérapie, et Dieu merci, nous avons aussi la radiothérapie à l'ONU maintenant. Et donc, pour un cancer, il faut le droit, selon le cancer. D'autres n'auront pas besoin de la chirurgie, mais la plupart des cancers, il faut une chimiothérapie et il faut une radiothérapie. Alors, lorsqu'on parle souvent du cancer, on a tendance à croire que c'est une maladie réservée à une catégorie de personnes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tout le monde est gâté, entre guillemets, par le cancer? Le cancer, c'est une maladie qui ne fait de différence ni entre le riche et le pauvre, ni entre le petit et le grand, ni entre l'enfant et l'adulte, ni entre le blanc et le noir, ni le jaune. C'est une maladie qui attaque n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. C'est vrai qu'avant, on dit, oh, quelqu'un même avait chanté que nous, on n'a que parlé. C'est les grands qui ont la prostate et tout ça. Mais non, maintenant, non, c'est pas comme ça. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, tout le monde doit se surveiller. Tout le monde doit guetter le développement du cancer dans son corps. Et le cancer, aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul cancer. Un seul cancer
peut enclencher d'autres développements du cancer dans le corps. C'est bien ça, hein, c'est ce que je retiens. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, il est souvent constaté que le traitement du cancer regorge un poids véritablement écrasant pour le patient. Ce qui fait que d'aucuns n'ont même pas le courage de venir entendre le cancer jusqu'à parler du traitement. À ce niveau, vous, en tant que praticien, quel conseil ou comment est-ce que vous appréciez les cas tels? Bon, le traitement, c'est vrai que ça a un poids. Un poids psychologique. Un poids physique. Je ne dirais pas un poids physique, mais un poids financier. Psychologique parce que quand vous êtes, on dit que vous êtes atteint. Comme les gens arrivent souvent au stade tardif, quand on parle de cancer, c'est l'aspect de mort. C'est l'idée de mort qui est associée au cancer. Alors que ce n'est pas comme ça. Quand vous venez très tôt, ou bien dans d'autres pays développés, où l'État même met en place un système de dépistage et que l'État même prend en charge le traitement, les gens ont le cancer. Ils se font traiter et guérissent et reprennent leur vie normale comme si de rien n'était. C'est l'idée de mort qui est associée au cancer chez nous qui fait que les gens ont peur. Mais si vous venez très tôt au traitement, le diagnostic est vite fait, le traitement est moins coûteux et la guérison est totale. Bon, il ne faut pas que les gens aient peur. Au contraire, que les gens s'activent à surprendre le traitement dans leur développement, dans leur corps. Maintenant, le poids financier, c'est vrai. Je le disais tantôt, j'ai eu ma soeur qui a traversé ça. Notre papa n'est pas là. Donc, je suis le docteur de là, on l'a amené. Bon, j'étais ma soeur, je ne peux pas prescrire et dire, allez me chercher ça. Je suis obligée moi-même de prendre tout en charge. Je ne vais pas prescrire, attendre son mari de venir acheter. Non. Au finish, ça m'a fait remarquer, elle est partie, elle est décédée. À cause de ce qu'elle est venue trop tard. Parce qu'elle est venue trop tard. Parce qu'elle est venue trop tard. Parce que c'est ma soeur, j'ai dit. C'est à cause de... Je dois tout faire pour elle. Je dois tout faire pour elle. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Elle n'est pas restée. Parce qu'elle est venue trop tard. Mais quand je descends les chiffres, ce que j'ai dépensé, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, certains, ils viennent, ils demandent les prix de ci, les prix de ça. Ah, où est-ce que je vais trouver ça? Je préfère attendre la bonne. Et d'autres, la famille, disent, même si on dépense l'argent là, elle finira par mourir, nous ne faisons rien. Et ça là, c'est un crime. C'est un crime. Sachant que la personne est malade, faites ce que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu a réservé pour cette femme. Et vous refusez de traiter parce que vous allez dépenser inutilement. Non. Donc, c'est que les dépenses sont énormes. C'est ça qui fait fuir les gens pour le traitement. Mais de grâce, il vaut mieux venir tôt. Et nous lançons un cri d'appel à tout le monde, à la famille. Quand quelqu'un a le cancer dans votre famille, prenez ça comme si c'était vous. Faites tout pour l'aider. Faites tout pour l'aider. Si vous ne pouvez pas acheter ces médicaments, au moins vous pouvez lui apporter à manger. Au moins vous pouvez subvenir aux besoins de ses enfants. Ne restez pas à l'écart. On voit même des maris abandonner leurs femmes. Non. Parce qu'elles sont atteintes de cancer. Parce qu'elles sont atteintes de cancer. Non. Vous allez dépenser. C'est vrai, mais restez là. Le soutien psychologique aussi, c'est quelque chose. Il le faut. Il le faut. La famille est où? Et de grâce, quand ces personnes-là sont à l'hôpital, vous ne voyez personne. Mais quand elles décèdent, allez à leur funérailles. Vous serez étonnés. J'ai vu ça avec ma propre soeur. Donc, ne refusez pas le traitement. C'est parce que vous, par exemple pour le cancer du sein, c'est parce que vous venez tard au traitement qu'on vous coupe le sein. Mais si vous venez tôt, on va faire le traitement comme on le fait en Europe. Vous aurez même oublié que vous avez eu une fois cette maladie. Donc, venez tôt au traitement. D'autres, on leur fait le diagnostic, ils s'entendent 1 an avant de revenir commencer le traitement. Tu demandes, dis,
Pendant ce temps, le cancer évolue. Le cancer évolue. Ce n'est pas parce que tu as refusé de traiter le cancer qu'il va se taire. Oh, il fait glorieusement son développement. Et quand ils sont lassés, ils viennent maintenant, on dit, oh, c'est trop tard, on peut plus rien faire. Il y a 1 an, on aurait pu faire quelque chose. Et pourquoi ils reviennent tard? C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et où trouvent-ils les moyens? Si la famille se met à l'écart, si l'État n'avance pas. Donc, le cancer, c'est l'affaire de tous. Même si tu ne connais pas, tu rends visite à quelqu'un. D'abord, je vais te dire, tu rends visite à quelqu'un dans un hôpital. Et tu trouves à côté quelqu'un qui a un cancer. Même si tu n'as rien, donne quelque chose. Donne quelque chose. Parce que la prise en charge du cancer, c'est énorme. C'est lourd. Une seule personne ne peut pas. Il faut s'associer. Il faut s'associer. En tout cas, c'est un véritable coup de cœur. Il faut vraiment que les grands corps écoutent et sachent que nous sommes tous des potentiels malades. Oui. Des potentiels malades ambulants. Et donc, quand ça arrive à l'autre, ça ne veut pas dire que je suis épargné à 100%. Il faut toujours assister, contribuer, faire quelque chose pour sortir quelqu'un du gouffre. Et je pense que c'est le plus grand investissement que nous aurions pu faire aussi. Ce que je retiens aussi dans votre intervention, il n'y a pas de traitement le plus absolu du cancer que le diagnostic précoce et la prise en charge précoce du cancer. Et le plaidoyer que nous pourrions faire aujourd'hui dans nos États africains, c'est que les gouvernements africains acceptent de subventionner le traitement du cancer pour permettre au grand nombre de se faire prendre en charge de façon précoce et sauver des vies en matière de la politique de santé publique. Exactement. Il faut que l'État avance. Il faut que l'État tende la main. Parce que je l'ai dit, je l'ai vécu. Ça dit que étant médecin, on prescrit, dit, tu n'as pas acheté les médicaments. Ah, tu n'es pas venu tôt. Ah, tu n'as pas fait telle analyse. On ne se met pas à la place de la personne pour savoir ce qu'elle est en train de traverser. Comment est-ce que sa famille est? Est-ce qu'elle a les moyens? Mais quand moi-même j'ai été touchée, ma soeur a été touchée, j'ai compris. Et mon regard a changé sur les malades. Si l'État ne fait rien, ça va être difficile. Et surtout que le dépistage, l'information n'arrive pas, ne passe pas. Donc les gens continueront toujours pas à arriver à un stade tardif avec un traitement lourd et un traitement coûteux. Donc, dans un premier temps, même s'il faut subventionner le dépistage, même pendant les campagnes de Octobre Rose pour le cancer du sein, on diminue les prix. Mais combien arrivent? Tu leur demandes encore, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. D'autres, ils ont déjà la maladie, ils disent attendent Octobre Rose pour venir faire la mammographie. Les prix promotion pour venir. Donc, l'État commence déjà par le dépistage en subventionnant ça. D'autres pays le font. Même d'autres pays africains le font. Et je sais que le gouvernement fait beaucoup d'efforts en matière de santé. Encore qu'il y a beaucoup de femmes dans le gouvernement, ça avance. Et bientôt, les retombées seront là. Ça avance. Mais nous voulons que ça avance à pas de chien. Très rapidement. Très rapidement. C'est une question de vie. Oui. Et les secondes comptes. Les secondes comptes pour sauver les vies humaines. Donc, subventionner le dépistage, organiser même des dépistages sur le plan national, pour que ma soeur qui est attendue quelque part dans les rameaux les plus reculés puisse bénéficier aussi de ce dépistage. Dans d'autres pays, il y a les camions de mammographie mobiles où on se déplace vers les femmes pour aller faire le diagnostic. Et une fois que le diagnostic est fait, que l'État vienne en subvention au traitement. Merci beaucoup, docteur. Notre temps nous a eu pratiquement. Nous allons revenir très prochainement sur les effets secondaires du traitement des cancers. Comment cela se manifeste à chaque cas sans effet secondaire. Nous allons en parler. Mais pour l'heure, nous vous demanderons de laisser un mot de la fin pour clôturer ce débat que nous venons de commencer. Un mot de la fin, je dirais, le cancer n'est pas une personne. Le cancer n'a peur de personne. Donc, que tout le monde se lève pour lutter contre
son cancer d'abord, en faisant les analyses qu'il faut, en faisant les dépistages qu'il faut, à avoir son carnet de santé et noter chaque fois quand est-ce que je dois faire telle analyse, quand est-ce que je dois faire ce test. Il faut noter ça et suivre de façon régulière. Et une fois qu'on est atteint, on est diagnostiqué, il faut mettre tout en œuvre pour faire le traitement et le plus tôt possible. Ne pas attendre. Une fois que le diagnostic est fait, vous êtes obligé de commencer immédiatement le traitement. Et à nous tous là, quand vous attendez quelqu'un a le cancer à côté de vous, donnez quelque chose. Allez donner quelque chose. Il le faut. Au niveau du centre de la cancérologie, bientôt il y a déjà eu une association pour la prise en charge, bientôt la fondation. Vous pouvez venir donner. On vous fera le point après sur comment l'argent a été utilisé. Donc, joignons-nous la main pour ce traitement. Mais avant tout, nous-mêmes là, luttons pour nos propres cancers en faisant très tôt le dépistage et en allant très tôt au traitement. Et quand un cancer est à côté de nous, aidons. Merci madame, merci docteur Atanlé, Adjenou Rose pour ce passage dans cette émission. Je rappelle, ce n'est qu'un décor planté. Nous allons revenir sur plusieurs séquences en matière de cancer et d'autres pathologies. Je rappelle, vous êtes gynécologue de formation, directrice générale du Centre international de cancérologie de Lomé. Plusieurs cordes à votre arc. Nous en saurons faire usage et en profiter énormément pour la santé publique, la santé de nos chers téléspectateurs. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie, M. Dieudonné, pour ce passage qui permet aussi à la population d'être un peu informée, de se réveiller un peu de cette Merci. au cancer. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous avez été avec nous. Retrouvez-nous encore dans le prochain numéro sur d'autres sujets liés à votre santé politique. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as besoin de vivre pour faire bien la politique, faire bien le commerce, faire bien mener toutes sortes d'activités. Voilà pourquoi quelqu'un dit la santé d'abord. Et nous sommes les premiers responsables aussi de notre santé. Restez avec nous. Les idées, les notions vous parviendront par Elios TV. À très bientôt.